Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Antoine de Bormann. Bonjour. Bonjour Monsieur Deleu, et bien merci pour l'invitation. D'abord, je vais vous présenter. Vous êtes directeur du CEPES, qui est le centre d'études du CDH, et vous êtes aussi président de CityDev, et vous serez sans doute sur les listes électorales du CDH, mais rien n'est encore officiel, on en reparlera. Et parlons d'abord du CDH. Justement, le 26 mai, il faut atteindre 5% comme seuil électoral pour avoir des élus, notamment au Parlement régional bruxellois. Les sondages ne sont pas très favorables au CDH. Est-ce que ça veut dire que le CDH à Bruxelles, c'est foutu ? Écoutez, en tout cas, le CDH est fier du travail qu'il a réalisé, que ce soit en matière d'enseignement, que ce soit en matière d'environnement, ici à Bruxelles, avec Céline Frémaux. On est fier de ce parcours-là. On a aussi une nouvelle équipe, un nouveau président, l'envie de se baser aussi sur l'énergie citoyenne pour aller à la rencontre des électeurs. Je pense qu'en tout cas, on a un projet qui est très pertinent. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit en Belgique et plus largement, on voit que les simplismes gagnent du terrain, que les populismes aussi sont de plus en plus répandus. Nous, on a envie d'être une force de résistance par rapport à ces évolutions-là, de pouvoir vraiment se battre pour rassembler, pour fédérer, pour éviter d'être toujours dans la formule simpliste et plutôt de venir avec des propositions concrètes, des enjeux concrets. D'accord, je comprends l'ambition et elle vous honore, mais quand vous voyez les sondages, vous ne dites pas je ne sens pas que ça prend encore. Écoutez, moi j'ai connu les élections en 2014 où les sondages nous mettaient à moins de 10% 2 semaines avant l'élection. On voit qu'au final on a fait 14% et que donc quand on va à la rencontre des électeurs, lorsqu'on convainc, il y a vraiment une pertinence du projet qui est porté, je crois, par le CDH aujourd'hui. Et donc c'est vraiment cela qu'on a envie de faire dans les semaines à venir. Et alors la semaine dernière, on a annoncé l'arrivée d'une nouvelle liste, la liste de Stex, qui campait plutôt et qui visait plutôt la droite conservatrice, si pas radicale. Est-ce que vous y voyez un danger pour le CDH ? Mais ça traduit bien ce que je disais, cette espèce de fuite en avant du populisme, de formules simplistes, que ce soit à droite ici avec la liste de Stex, que ce soit à gauche et à l'extrême gauche avec le PTB. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers de démontrer aussi qu'on peut venir avec des solutions pragmatiques, concrètes, pour justement répondre à ces aspirations citoyennes sans tomber dans des simplismes que l'on répète à l'envi. Donc une place au centre, finalement. Bien sûr. Alors parlons justement de la place des humanistes par rapport à leurs associés, normalement, d'une famille démocrate chrétienne, c'est-à-dire le CDNV. On a toujours dit que c'était le parti frère avec le CDH, mais depuis le début du gouvernement Michel, avec le CDNV dans la majorité fédérale et le CDH dans l'opposition, on se demandait est-ce qu'il y a encore une famille démocrate chrétienne en Belgique ? Est-ce qu'il y en a encore une ? Je sais que vous vous entendez bien avec votre collègue directeur du centre d'études du CDNV, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il y a vraiment une association entre les deux partis ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les valeurs qui guident le projet du CDH et du CDNV se rejoignent clairement. Le fait de considérer que l'éducation est un levier prioritaire pour faire évoluer la société. Le fait de faire confiance aux acteurs de la société, le monde associatif, la société civile. Le fait de pouvoir aussi mettre la question du lien et du lien entre les personnes dans une société comme étant un vrai projet politique. Ces éléments-là, ils nous rejoignent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est plus fort à défendre quelque part cette vision-là et les projets qui en découlent ensemble que de le faire de manière séparée. C'est vrai que dans les dernières années... Et pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ? C'est vrai que dans les dernières années, il y a eu évidemment des éléments qui ont créé plus de distance entre les deux partis. Aujourd'hui, que ce soit du côté du CDNV, que ce soit du côté du CDH, il y a cette volonté de pouvoir convaincre ensemble de la pertinence et de créer des ponts entre les deux familles politiques. Ça ne veut pas dire qu'on forme le même parti, mais ça veut dire qu'on est plus fort à défendre un certain nombre de projets ensemble. Et vous savez, je vais prendre un exemple assez symptomatique. En matière de soins de santé, on sait que c'est un domaine qui d'abord, moi, me touche, parce que c'est un problème qui concerne notre quotidien. C'est un problème, c'est une question qui, quelque part, doit tracer l'avenir. On voit qu'il y a de plus en plus une forme de dualisation aussi dans les soins de santé, où on a des soins de santé pour ceux qui ont davantage de moyens, et puis des soins de santé de base pour tout le monde. Les deux familles politiques croient vraiment dans le fait de construire une sécurité sociale qui soit une assurance pour tout le
monde en fonction de ses besoins. Et par exemple, sur le domaine des soins de santé, c'est vraiment quelque chose qui rejoint les deux familles politiques. Pourtant, le CDH, c'est pas privé de pilonner le gouvernement Michel, dans lequel il y a le CDNV, sur les décisions que prenait le gouvernement. Mais donc, est-ce que vous croyez, quand vous dites après le 26 mai, est-ce que les deux partis seront ensemble dans une même majorité ou dans une même opposition? Est-ce que vous serez ensemble? Est-ce qu'il y a un engagement là-dessus? Ce qui arrive après le 26 mai arrivera après le 26 mai. Nous, ce qui nous mobilise aujourd'hui, c'est vraiment de mettre toute notre énergie pour démontrer la pertinence de notre projet. Et quand vous dites pilonner, c'est vrai qu'on a été plutôt dans une opposition constructive, à soutenir les projets lorsqu'ils nous semblaient avoir du sens, à dénoncer par contre des mesures qui nous semblaient ne pas aller dans la bonne direction. C'est vraiment ça l'action qu'on a mis en œuvre au niveau du fédéral. Donc ça, c'est pour ce lien entre le CDNV et le CDH, mais le CDH n'est pas seul. En Europe, il est dans un groupe parlementaire qui s'appelle le PPE. Et dans ce PPE, il y a le fameux Viktor Orban. Et alors, Viktor Orban, apparemment, au sein du PPE, il y a beaucoup de partis qui n'en veulent plus, dont le CDH et le CDNV notamment. Alors, d'abord, je voudrais savoir ce que vous lui reprochez à Viktor Orban et son parti, le Fidesz, en Hongrie. Écoutez, on sait qu'il y a des éléments de respect des droits fondamentaux qui nous semblent poser question en Hongrie, que ce soit dans les actes, par exemple en termes de liberté académique, mais aussi dans le discours. Ils ont interdit, par exemple, l'université de George Soros, était carrément interdite en Hongrie. Par exemple. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est quelque chose... on est profondément attaché à la liberté d'enseignement, la liberté académique. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est essentiel. Et donc, on est vraiment heurté par des mesures telles qu'elles ont été prises en Hongrie. Par ailleurs, dans les discours, il y a aussi, par rapport à la famille traditionnelle, la place de la femme dans la société, qui nous pose aussi question. Ou encore, en termes d'asile, on n'est pas convaincu que la manière dont la Hongrie accueille ou traite plutôt des demandeurs d'asile soit dans le plein respect des droits fondamentaux. Il y a la critique de l'Europe. Ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, que ce soit au niveau du Parlement européen, il y a une procédure, il y a vraiment une crainte et des actions de plus en plus fermes qui sont menées à son égard. Et le CDH veut être en pointe par rapport à cela, a pris contact avec aussi d'autres partis européens pour mener ce combat-là, parce que c'est vraiment la question de savoir comment est-ce que l'on met en correspondance le projet européen avec ses valeurs fondamentales. Et le respect des droits fondamentaux, c'est clairement des éléments qui doivent guider notre action au niveau européen. Donc l'idée, c'est de ne plus être dans le même groupe que Viktor Orban, mais s'il refuse de se soumettre, et donc là je vais vous proposer 3 types de réactions si jamais le parti de Viktor Orban ne veut pas quitter le PPE et reste campé sur ses positions. Est-ce que d'abord la première réaction, c'est celle de Joël Milquet, c'est le CDH doit quitter finalement le PPE. La réaction de Benoît Ludgen, c'est plutôt non, c'est pas une raison pour quitter le PPE. Et la troisième réaction que je vous propose, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, quelle est votre position, et je dirais la position du CDH, pour voir un peu clair? Je crois simplement qu'il faut voir les choses dans leur temporalité. L'énergie que l'on met aujourd'hui, c'est de rassembler les forces politiques au niveau du PPE pour permettre l'exclusion de M. Orban. Nous aurons une assemblée politique le 20 mars. Nous verrons à ce moment-là, et on se comptera pour pouvoir effectivement mettre en correspondance notre projet européen avec nos valeurs. On prendra on en tirera les conclusions ensuite. Mais je pense que lorsqu'il y a dans une famille politique quelqu'un ou un élément qui pose problème, ce n'est pas nécessairement la famille politique tout entière qu'il faut remettre en question. Le PPE, c'est le parti de Michel Barnier qui se bat pour le projet européen. C'est le parti de Mme Merkel qui a été courageuse dans l'accueil de la migration en Allemagne. Donc c'est ce projet-là que nous, on souhaite défendre. Et ensuite, on verra en fonction de l'ensemble. Mais je ne doute pas qu'à un moment donné, on puisse convaincre, rassembler, comme on a commencé à le faire, en pouvant mettre cette question-là en pointe de l'agenda du PPE. Donc si j'ai bien compris, plutôt l'option Ludgen que l'option Milquet, en tout cas en donnant du temps au temps. La question, c'est vraiment une question de temporalité. Oui. C'est le 20 mars. Mettons notre énergie maintenant pour prévoir justement que M. Orban puisse être exclu très clairement du PPE. Et puis ensuite, on verra. OK. Alors parlons de la ville de demain, de Bruxelles et de demain, parce que en étant président de CityDev,
vous avez finalement un levier pour changer la ville de demain et vous avez des idées et des projets. Et tout d'abord, expliquez-nous ce que c'est CityDev, parce que c'est vrai, j'utilise ce terme-là comme si tout le monde le connaissait, mais on ne sait pas toujours ce que fait exactement CityDev et en quoi il a un rôle dans le développement de la ville, le développement urbain. Voilà, donc CityDev, c'est vraiment un opérateur immobilier au service du développement de Bruxelles, tourné à la fois sur le développement économique, le fait de pouvoir trouver des endroits pour que les entreprises puissent y loger leur activité, et puis aussi développer l'offre de logement pour permettre à des Bruxellois de pouvoir acquérir un logement et de pouvoir aussi développer de plus en plus des projets qui mêlent ces deux dimensions, le développement économique et le logement. Par exemple, le acquisitif. site Deleuze, que Deleuze va quitter en 2020, c'est clairement une opération que CityDev va devoir piloter. Mais on est là juste à proximité de la gare de l'Ouest, c'est vraiment une zone où il faut pouvoir faire de la revitalisation urbaine. On sait aussi qu'il y a un manque de logement à Bruxelles et la meilleure manière d'y répondre, c'est d'en créer évidemment. Et donc Deleuze, c'est un site où on pourrait tout à fait s'investir. On va faire une analyse d'ailleurs à CityDev pour analyser quelles sont les possibilités de développement sur ce site-là. Alors j'ai un exemple pratique pour vous, c'est les trottinettes. On en parle beaucoup, il y a 5 communes bruxelloises qui vont restreindre le stationnement des trottinettes qui envahissent les trottoirs. Quelle est la solution que vous voyez dans la ville de demain pour ce type de mobilité qui en fait déboule tout d'un coup dans nos rues et sur nos trottoirs et on n'était pas prêt? Ouais, d'abord, je trouve que c'est vraiment à souligner qu'il y a de plus en plus de solutions différentes en termes de mobilité. Les trottinettes électriques en sont un exemple. On voit aussi que de plus en plus les vélos électriques commencent à se développer. On est aussi dans la mobilité partagée. Donc c'est vraiment une évolution qui est très positive. Et d'un autre côté, moi, ce qui me frappe dans mon quotidien, lorsque je me déplace dans la ville, c'est qu'il y a beaucoup de trottoirs qui sont encore beaucoup trop étroits. Et donc forcément, la question que vous soulevez se pose parce que dans un même espace, on reste avec un espace qui ne permet même pas de circuler. Donc il faut être attentif à ce que les personnes, les PMR, les personnes avec des poussettes puissent se déplacer sur les trottoirs. Le premier objectif que je souhaite avoir, c'est d'abord qu'on ait des trottoirs qui soient suffisamment larges partout. Aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas un trottoir qui fait 1,50 m de large, c'est vraiment une difficulté. Et par ailleurs, je pense qu'il faut que progressivement, on instaure une forme de régulation pour éviter que ces trottinettes ne se retrouvent partout, mais qu'on les place à des endroits qui soient prévus pour. Ça aidera d'ailleurs aussi les usagers qui pourront facilement du coup retrouver l'endroit où se trouvent les trottinettes. Antoine de Bormann, je vais quand même parler d'un livre que vous avez patronné, dirigé, s'appelle Les villes reliantes. Et c'est un livre dans lequel, de manière collective, il y a une série de textes sur la ville de demain. Mais d'abord, et où on parle notamment du trottoir et de la place des trottoirs dans la ville. Mais les villes reliantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette idée de ville reliante? Avec mon collègue Jérémy Dany du CPS, on avait vraiment été frappés parce que les villes, à la fois, c'est l'avenir. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui habitent les villes et en même temps, il y a ce sentiment d'isolement, de solitude qui est aussi très développé dans une ville. Et donc, on a voulu mettre cette question du lien en évidence dans le projet urbain, de se dire, mais finalement, au-delà de se dire, oui, il faut une ville durable, qui respecte des objectifs environnementaux, qui soit smart, mais est-ce que le projet qui ne doit pas guider aussi justement la réflexion, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut développer un projet urbain qui mette la question du lien en évidence comme priorité. Et de là, en découle toute une série d'actions concrètes, que ce soit par exemple de se rendre compte à Bruxelles, ici, le nombre d'endroits où l'espace urbain crée des coupures dans la ville. On a un canal, on a des viaducs, on a des passages sous voies. Comment faire pour que ces espaces créent du lien plutôt que ne créer des coupures? De pouvoir vraiment investir ces places publiques, ces passerelles. Je dois hélas vous couper, je sens tout l'enthousiasme et il y a plus de 500 pages d'idées. C'est vraiment un livre très intéressant qui vient de paraître aux éditions de l'Université catholique de Presse universitaire de Louvain, voilà, absolument. Très bien. Merci d'être venu. Demain, je retrouverai Merci à vous. Fatih Saïdi. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.